Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Julien, le PDG de Téléperformance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct sur Boursorama avec nous. Leader mondial des centres d'appel, de la relation client, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un empire que vous avez bâti de vos propres mains. On est content de vous avoir parce que vous vous faites rare dans les médias. C'est pas votre tasse de thé, les médias ? J'aime mieux rester discret. D'ailleurs, le job qu'on fait à Téléperformance, c'est de servir les entreprises en étant discret. D'accord. En étant discret, ça veut dire que nous sommes successful, nous réussissons, et excusez mes anglicismes, nous réussissons quand nous prenons les couleurs, nous prenons les habits de nos clients, quand nous sommes des caméléons. Et donc le patron, il est caméléon lui aussi, il est à l'image de son entreprise. Bon. Le patron, il est caméléon, il prend les couleurs et il défend les couleurs de ses clients. Alors, pourquoi on vous a? Parce que c'est pas rien, je veux dire, tout a commencé dans les années, fin des années 70, voilà, on est seul avec deux copains et un bout de papier, et aujourd'hui, depuis lundi, on est au CAC 40. On est rentré, vous êtes rentré dans ce club très select, très fermé, pardon, vous le savez, hein, ça vous fait sourire, des 40 plus grandes valeurs françaises, les fleurons de l'économie française. C'est une forme de consécration. Ne me dites pas que ça vous laisse de marbre. Non, ça ne me laisse pas de marbre. C'est une reconnaissance et j'en suis très content pour tout le monde, y compris pour moi. Et j'en suis très content pour tous les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est une reconnaissance très utile aussi parce que ça va nous donner plus de visibilité auprès des grands décideurs, de nos futurs clients potentiels que nous allons ajouter à notre liste de clients déjà très riche. Mais au fond, c'est aussi une responsabilité de plus parce qu'il faut y rester dans le CAC 40. Donc, et pour y rester, il faut se réinventer, progresser. Donc, oui, c'est une étape formidable, mais c'est qu'une étape sur un chemin. Voilà. Et en termes de business, voilà, vous le disiez, Daniel Julien, ça peut quand même aider à décrocher de nouveaux contrats par la notoriété. C'est bon pour le business d'être au CAC 40, on ne va pas se mentir. Hein. Je crois que c'est bon pour la visibilité et la crédibilité et pour nos équipes commerciales. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de voir entrer Téléperformance et sortir du CAC 40? Quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort, évidemment. Hein. C'est Sodexo qui sort, que du service à distance remplace de la restauration collective. Est-ce que ça en dit long quelque part sur cette crise et sur l'après-Covid, selon vous? Je crois que l'histoire de entrer, qui entre, qui sort, je ne vais pas la commenter parce que Sodexo est une grande entreprise. Mais je crois que c'est sûr que le Covid va transformer pour longtemps les habitudes de vie sur cette planète. Pour l'instant, on est en pleine crise. La crise n'est pas finie, la crise va encore durer. Et donc, l'ensemble des services à distance, l'ensemble de la vie à distance va progresser par rapport au contact direct. Donc, voilà, donc c'est un signe des temps. C'est un signe des temps, tant que cette crise de santé, que cette pandémie va continuer d'exister, mais aussi, je dirais que l'explosion d'Internet et l'explosion du digital et du e-commerce et du e-service va dans le même sens. Vous disiez, cette crise sanitaire pour vous n'est pas terminée, alors personne ne sait, mais quand on voit ce qui se passe, vous avez une vision globale de ce qui se passe dans le monde. C'est un groupe français, on le dira, mais le français n'est plus la langue que l'on parle dans le groupe. Je veux dire, c'est un groupe mondial aujourd'hui. On parlera d'ailleurs du poids de la France, qui est de quelques pourcents d'ailleurs. Mais voilà, pour vous en tout cas, qui êtes présent quasiment partout, pour vous, cette crise sanitaire, elle n'est pas terminée. Hein. J'ai un rapport quotidien sur l'évolution des cas de Covid positifs dans le monde, à l'intérieur du groupe, parce que ça peut exister, des gens qui sont en quarantaine, et on voit bien que dans un certain nombre de pays, comme les États-Unis, ça remonte. On voit bien qu'en Chine, à Pékin, qu'on croyait sauvé, c'est réapparu la semaine dernière, et que tant qu'il n'y aura pas un vaccin, rien n'est réglé. Ouais.
Ouais. Et donc, on ne va pas se dépêcher. Vous savez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a absolument transformé l'entreprise en moins de 2 mois en mettant 80% de personnes en travail à domicile. Et on ne va pas se dépêcher de les faire rentrer dans les centres. Vous êtes toujours dans cette configuration aujourd'hui de 80% des salariés, les 300 000 salariés, 300 000 et quelques, qui sont en télétravail? Oui. Et vous comptez y rester? Parce que justement, vous êtes cohérent. Et donc, c'est compliqué de se projeter dans l'après-crise si vous pensez que cette épidémie va durer longtemps, en tout cas jusqu'au jour où on aura un traitement ou un vaccin. On se dit qu'il faut se projeter dans l'après-crise. Ce qu'on a fait, bien sûr, d'abord, il fallait réussir cette transformation technologique, logistique. C'était assez compliqué de faire passer plus de 200 000 personnes en quelques semaines dans 80 pays différents en télétravail. Mais après ça, on a été plus loin. Les équipes de recherche et développement ont créé un concept de vie virtuelle comme une seconde vie professionnelle où on fait le recrutement, la formation, le management opérationnel en télétravail. Ça s'appelle TP, excusez-moi, Téléperformance Cloud Campus. Donc, vous allez vous transformer quelque part, du fait de la crise, en cloud company. J'avais le patron d'Euronext, qui n'a rien à voir, qui était à votre place physiquement pour le coup. Vous êtes loin, vous n'êtes pas en France là, mais qui me disait, mais il est hors de question qu'Euronext, mais ce n'est pas le même métier, encore que, devienne une cloud company. Vous savez... parce que les équipes ont besoin de se voir, les équipes ont besoin de... faut qu'il y ait de l'émulation pour les nouveaux projets, et que voilà, pour tout ce qui est routinier, pourquoi pas, il disait, mais pas pour ce qui est, voilà. Enfin bref, lui, se voyait pas mettre tout le monde en télétravail. Il y a une chose que je partage avec lui, c'est que pour manager bien un groupe mondial, il faut être sur le terrain. Moi, je manage le groupe en passant plus de 6 mois de ma vie sur le terrain, dans les différents pays, en Amérique, en Europe, en Asie, etc. Et il faut réussir à se redonner des plages où on peut se retrouver. Mais cela dit, il y a tellement de gens qui disaient que le e-commerce dans le luxe, ça n'existera pas. Moi, j'étais le premier à dire mais non, on a besoin de l'émulation pour réussir à avoir des bons résultats dans les équipes. Ça, c'était avant le Covid. Ouais. Et justement, tiens, l'impact sur les comptes du groupe, Téléperformance qui a plutôt bien résisté au premier semestre. Vous allez rester en croissance, manifestement, même si elle aura ralenti. C'est déjà une prouesse, quelque part, de rester en croissance? Je crois que c'est une prouesse de rester en croissance quand on sait que les économies de l'OCDE vont être en décroissance cette année entre moins 7% et moins 10%. Ouais. Donc voire plus, nous a dit hier le FMI, hein, encore plus. Voire plus. Ouais. Donc je crois que ça reste une performance de croissance. Deuxième point, encore plus important, le groupe restera significativement profitable, pas au niveau de 2019 évidemment, parce qu'il y a eu tous les coûts de perturbation et d'investissement sur cette nouvelle plateforme, mais significativement profitable. Et la seule activité du groupe qui soit pour l'instant vraiment pénalisée, c'est une activité marginale mais porteuse de valeur, c'est le process des visas pour les gouvernements, puisque les gens ne peuvent plus voyager. Votre conviction, évidemment, c'est normal, vous êtes le leader du groupe, mais vous avez cette conviction que vous sortirez renforcé. Mais tous les patrons de boîtes cotées me disent on sortira renforcé de cette crise. Pourquoi vous plus que les autres? Moi, j'ai une conviction philosophique qui est la conviction de Nietzsche. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Nietzsche, effectivement. Voilà. Donc, et ça ne vous a pas tué, manifestement. On en saura plus quand sur l'actualisation des objectifs. On sait que ce 2020 a été abandonné, ce qui est normal. Fin juillet, quand on fera les comptes, quand on publiera les comptes du premier semestre, on donnera aussi l'actualisation pour l'année. Bon. Puisqu'on parle de la crise, cette crise, ça a pu fragiliser évidemment certains acteurs. Vous vous dites, tiens, c'est l'occasion de me transformer en prédateur, l'occasion de faire des emplettes à bon prix, ça vous fait sourire? Vous en avez les moyens? On en a les moyens, mais ce n'est pas notre philosophie. On en a les faire moyens, des bonnes affaires, ce n'est pas votre philosophie, Daniel Julien? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Allez. On a toujours fait la croissance du groupe, moitié croissance organique et moitié
Croissance externe. Acquisition externe. Ouais. Mais les acquisitions externes qu'on a fait, on a toujours fait des acquisitions qui enrichissaient le groupe de savoir et de talent. Et ça a un prix. Et ça a un prix. Oui, et ça a un prix. On préfère les payer cher. Je n'ai jamais acheté des entreprises en mauvaise santé parce qu'on ne veut pas perdre notre temps à essayer de les fixer. Les réparer, les fixer. Vous vivez aux États-Unis, vous, hein, ça se sent. Hein. Encore qu'il est. Oui, vous êtes globetrotter, apparemment. Ben, oui, et malgré mon charming French accent en anglais, je parle plus souvent anglais que français. Donc, c'est pour ça que malheureusement, des anglicismes se glissent. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je l'ai rappelé. En bourse, c'est plus de 12 milliards d'euros donc depuis votre entrée au CAC 40. On aurait dû commencer comme ça. Pourquoi des grands groupes? Vous avez tous les grands groupes, notamment les grands groupes américains. J'ai vu Google, Apple, Uber et j'oublie, qui sous-traitent leurs relations clients donc à Téléperformance. Pourquoi des grands groupes? Moi, je la connais la réponse, mais j'ai envie que vous le disiez. Pourquoi ils sous-traitent leurs relations clients auprès de vous? L'idée, c'est parce que ça coûte moins cher, tout bêtement, ou pas seulement ça coûte moins cher, mais vous ferez peut-être mieux le boulot qu'eux? Pas seulement ça, oui. Je crois qu'il y a les deux. Le management de la relation client, c'est notre cœur de métier sur lequel on se penche tous les jours depuis 40 ans. C'est notre cœur de métier sur lequel on investit en permanence. On travaille dans tous les secteurs d'activité dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a les best practices, les meilleures pratiques dans les différents secteurs d'activité. Donc, oui, on a des solutions qui sont plus simples, plus rapides, plus flexibles et moins chères. Voilà. Et donc, plus que jamais, est-ce qu'il y a une tendance de fond à ce qu'encore une fois, les grands groupes externalisent leur service client? Cette tendance de fond, encore une fois, plus que jamais, ça reste d'actualité. Ce n'est pas remis en cause, selon vous, bien au contraire, par ce qu'on vit, par ce moment exceptionnel qu'on vit et qui n'était pas fini. Hein. Je crois qu'il y a eu quelque chose de formidable. C'est que vers la fin mai, quand on a passé le pic de la crise ou de la première crise, le nombre de messages, de remerciements qu'on a reçus de la part de nos grands clients qui ont été bluffés par notre capacité à maintenir leur service et leur niveau de service. Je crois qu'on a fait la preuve dans cette crise de notre incroyable réactivité et capacité à servir, chose que nos clients avec leurs services internes n'arrivaient pas à faire parce qu'ils étaient vraiment disruptés. Ouais. Daniel Julien, vous ne donnez pas les noms. Moi, j'ai envie d'entendre des noms, mais vous m'avez dit je suis caméléon et vos clients demandent de l'être parce qu'ils ne vont pas claironner le fait que le service client est outsourcé. Mais juste, j'ai envie de dire que quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, je ne sais pas combien de clients vous avez, grande marque, quand on appelle le service client, c'est vous qui êtes derrière. C'est vous qu'on appelle. Bon. Moi, je veux le portable de Daniel Julien. Hein. Je vais l'appeler direct. Souvent, en général, je fais attention à qui je réponds au téléphone parce que j'aime pas les appels spam. Ouais. Moi, je suis service client. Ouais. Non, mais sérieusement, les grandes banques, les grands opérateurs télécoms, les GAFAM, tout ça, je pose la question, ce sont vos clients? Oui, ce sont nos clients avec lesquels on signe des contrats avec des clauses de confidentialité. Ah, qui vous empêchent là maintenant de donner trop de marques, c'est ça? Ben non. Allez, quelques-unes. On ne fait pas dans le show business. Bon, mais j'ai raison quand je dis Uber, Apple, etc. Ce sont vos clients. Vous pouvez ne pas avoir tort. La sens de la formule. Si je devais résumer Téléperformance au centre d'appel, ça serait une erreur, ça serait réducteur parce que vous ne faites pas que ça. Il y a aussi, mais c'est le cœur de métier, mais il y a aussi du recouvrement, j'ai vu, du conseil technologique, nettoyage de contenu indésirable sur le net. Il y a aussi les visas, même si en ce moment c'est un peu sinistré là, comme activité évidemment. Oui, il y a aussi aux États-Unis, on est le grand leader aux États-Unis de l'interprétation en ligne pour tous les services critiques, que ce soit la médecine, la santé, la police, la justice. Ouais. Et là, pour le coup, c'est d'avenir, c'est du présent et d'avenir, on se dit. Hein. Ah oui. Surtout qu'aux États-Unis, il y a une réglementation qui veut que les administrations dialoguent avec leurs assujettis dans la langue de l'assujetti s'ils ne parlent pas anglais. Ouais. Je reviens juste après, on passe à autre chose. Il y a 1000 grands groupes en tout, hein, dont la moitié sont américains parmi vos clients, c'est ça hein? Oui. Voilà, ça en dit long. Géant français,
de droit français, boîte française, vous avez créé en France, mais voilà, la France, ça pèse, mais peanuts, c'est un terme que tout le monde comprend, ça pèse cacahuètes dans les comptes. C'est quoi? C'est 3% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui reste de français à part vous aujourd'hui chez Téléperformance? Vous me direz, c'est vous le patron, hein, c'est vous le boss. Hein. On est une équipe, d'abord on est une société mondiale et on est un melting pot. Donc dans le top management, il y a un Indien, il y a un Sud-Américain, il y a des Nord-Américains et il y a 2 ou 3 Français sur les 30. Ah ouais, Donc, ben voilà, on y est, hein, 2 ou 3 sur 30. Donc il y a une surreprésentation par rapport au poids économique de la France dans nos activités. Cela dit, nous continuons de servir des grands clients français et dans quel secteur? Dans quel secteur? Les télécommunications, l'énergie, le gouvernement. Mais d'ailleurs, le plus ancien client du groupe Téléperformance, qui est client depuis plus de 35 ans, est une grande société française. D'accord. Bon. Puisqu'on parle de la France, quand on entend, vous écoutez ce que dit notre président, le président Macron, qui dit qu'il faut relocaliser en France des pans entiers, notamment pensez évidemment à la production de médicaments, mais pas seulement, les masques et tout. Par rapport à votre sujet, relocaliser des centres d'appel, mais ça serait un non-sens économique, c'est pas viable économiquement. D'ailleurs, vous-même, il vous reste, j'ai le chiffre 13 centres en France. Je me suis dit, tiens, bah, d'ailleurs, à quoi est-ce qu'ils servent concrètement? Et puis, c'est un truc, vous perdez du pognon là-dessus, c'est déficitaire, Oui, non? bien sûr. Oui, oui, bien sûr, on perd de l'argent en France et on soutient l'activité en France. C'est du mécénat? C'est du mécénat, vous faites en France? Comment? C'est du mécénat, le fait d'être présent en France? Non, ce n'est pas du mécénat, parce que malgré tout, on sert le marché français aussi à partir d'autres géographies, et ça fait partie de la présence stratégique sur le marché. On ne peut pas être une société globale et un leader global et oublier le marché français. Donc relocaliser en France des centres d'appel, ça n'a aucun, c'est économiquement non viable, pour le dire les choses poliment. Je crois qu'il y a une contradiction permanente dans les individus, c'est que l'individu citoyen voudrait que le travail soit à proximité et ne pas avoir de sans-emploi dans son pays, mais l'individu consommateur ne veut pas payer le prix que ça représente. Et comme il y a la concurrence, eh ben ça ne marche pas. Ouais, je comprends, je comprends. Donc vos salariés, donc en gros, sur les 330 000, ils sont pas en France. Il y en a combien en France? Il y en a quelques centaines, je ne sais pas, quelques milliers. Il y en a un peu moins de 3 000. Voilà, ils sont où? Ils sont aux Philippines, au Mexique, en Colombie, au Brésil. Si vous êtes là-bas, c'est parce qu'on ne va pas se mentir, vous apprendrez, vous viendrez maintenant régulièrement dans l'émission, c'est parce que là-bas, la manœuvre est moins chère. Bien sûr, il y a un effet coût, mais on est là-bas d'ailleurs en offrant justement des jobs de meilleure qualité, un environnement exceptionnel et des salaires plus élevés que les salaires moyens du pays. Je peux vous dire que l'industrie de l'outsourcing aux Philippines, par exemple, est la première industrie qui rapporte des devises aux Philippines. Ouais. Après, vu de France, c'est perçu voilà, comme des métiers difficiles, comme des boulots mal payés, mais voilà, il faut le recontextualiser dans le pays. Voilà. Vu avec un prisme français, c'est des conditions de travail qui ne donnent pas spécialement envie, à tort ou à raison, hein. On ne peut pas comprendre le monde si on reste avec ses lunettes de Parisien. Moi, de bobo parisien, allez jusqu'au bout. Hein. Ah non, mais moi j'ai compris le monde, parisien ou français, moi j'ai compris le monde en faisant comme Tintin. C'est-à-dire en étant dans les pays, en découvrant les cultures, en parlant avec les gens, en découvrant le niveau d'éducation, l'intelligence, les capacités et la volonté de progresser. Moi, je suis un citoyen du monde. D'ailleurs, je suis franco-américain. Oui, mais vous êtes d'accord, c'est un métier difficile qu'être opérateur au quotidien dans un centre d'appel. C'est un boulot qui n'est pas très bien payé, c'est un métier qui est difficile. Alors, pas très bien payé à l'aune du regard français, évidemment. C'est un métier, c'est un excellent métier, formateur, d'entrée dans la vie professionnelle, et pendant 2 ans ou 3 ans, parce qu'on apprend énormément de choses, en communication, en traitement de problèmes, en réalité des économies et en technologie. Ensuite, il y a une voie. Il y a ceux qui adorent ça et ils vont faire partie du management de Téléperformance parce que
Vous savez, quand vous avez plus de 300 000 personnes, ça veut dire que, plus ou moins, dans le management, vous avez plus de 30 000 personnes. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup, presque tout le management, à plus de 80% de Téléperformance, c'est de la promotion interne. Ah. Et les autres, eh ben les autres, après avoir fait 3 ans de ça, ils passent à autre chose. Ils en auront assez de ce stress, de cette pression, parce que c'est vrai qu'il y a une pression des consommateurs. Vous pourriez le dire que c'est un métier difficile, que d'être au contact tous les jours comme ça en centre d'appel. C'est un métier difficile. Oui. Qu'il y a de la pression. Il y a de la pression, et c'est la pression des consommateurs. Vous n'êtes pas content, vous appelez, et mon premier rôle, ça va être de vous écouter, d'essayer de vous trouver une solution et de faire en sorte d'avoir renoué votre lien de confiance avec l'entreprise dont vous avez acheté un produit ou service. Et ça, je vais faire ça toute la journée. Je vais apprendre énormément de choses. Mais évidemment, au bout de 2 ou 3 ans, je vais vouloir faire autre chose. On est cramé au bout de 3 ans, on est cramé au bout de 3 ans avec un métier comme ça. Sur les front lines, ce qu'on appelle le front line, c'est-à-dire sur le... Excusez-moi, comment la ligne de front, quoi, sa ligne de front, quoi, effectivement, quand on est au contact client. La ligne de front. Ouais. Donc oui, parce que on pose toutes les questions ici, hein, vous le verrez, mais c'est une critique qui revient en boucle quand on parle de votre groupe sur les conditions de travail. Allez sur Internet, tapez Téléperformance. Est-ce que c'est du bashing de la presse? Est-ce que voilà, et sur les conditions de travail de vos salariés dans les centres à l'étranger, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui était exagéré? Est-ce que vous avez rien à vous reprocher ou il peut toujours y avoir des problèmes? Parce que quand on est un grand groupe avec 300 000 salariés, il peut aussi y avoir des problèmes. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, je m'inscris complètement faux contre... Je m'inscris en faux contre les contre-vérités invraisemblables qui ont été balancées par une fédération syndicale basée en Suisse. Ouais. À laquelle fait partie la CGT, où il y a aussi la CGT, FO et compagnie. Hein. Oui, je sais. En même temps, je peux vous dire que le Conseil des employés européens a envoyé une lettre au moment de la crise du Covid pour reconnaître et remercier la direction de Téléperformance pour protéger la santé des salariés et les emplois dans la période critique. Ça, c'est un point. Les autres points, dans nos centres, partout à l'étranger, on offre les meilleures conditions de travail possibles. D'ailleurs, en Colombie, on a été épinglé sur des histoires montées en épingle, justement, en Colombie. Alors, c'est formidable, parce qu'il y a exactement 3 ou 4 jours, le président de la République de Colombie a fait, dans une vidéo, une allocution de remerciement à Téléperformance et de compliments pour la façon dont Téléperformance a géré la crise du Covid. Bon, c'est pas un de vos copains, le président. Ah, on a un petit problème de connexion. Attendez, le gouvernement soit de toute gauche, moi je suis intéressé par servir les hommes de qualité, les hommes et les femmes de qualité. Pour clore ce sujet, encore une fois, en préparant l'émission, j'ai pris le temps, parce que je vous recevais pour la première fois, puis en général, je prends le temps en préparant. Je suis tombé sur une anecdote qui m'a... Je me suis dit, bon, il faut que je le fasse réagir, des histoires, encore une fois, et après on passe à autre chose, mais jamais je voudrais avoir votre réaction. Sur du chronométrage de temps passé par vos salariés aux toilettes au centre de Blagnac en France en 2016, durée qui était ensuite décomptée de leur temps de travail. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est l'histoire ancienne? Est-ce que... Non, je ne sais pas si c'est de l'histoire ancienne. Je ne sais même pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. J'ai 480 centres dans le groupe et le centre de Blagnac ne fait pas nécessairement partie de mes préoccupations au quotidien. Donc, vous me donnez une anecdote qui est... Mais ça vous choque, ça vous choque, si c'était vrai, Vous vous dites que ce n'est pas vrai en creux, mais si ça l'était, ça vous choquerait. Moi, en creux, je dis c'est pas vrai. Ce que je peux dire en plein, c'est que évidemment, quand les gens sont sur la ligne de front, il y a une présence pour pouvoir prendre les appels ou les communications qui est nécessaire. Et les gens ne peuvent pas partir fumer une clope, prétendre aller prendre un sandwich, etc. Quand ça devient trop, il y a nécessairement un suivi.
l'observation de la mesure du temps aux toilettes, ça me paraît vraiment surprenant. Bon, téléperformance dans 5 ans, ça ressemble à quoi, Daniel Julien? C'est-à-dire qu'on se dit, ma question derrière, c'est les robots. Il y aura de plus en plus d'IA, d'intelligence artificielle, Oui, et voilà. Et est-ce qu'on se dit qu'il y a plus de robots avec moins de salariés, plus de robots qui viendront en complément des salariés? Voilà, je voulais avoir votre vision là-dessus. vous savez, quand les robots sont apparus il y a 4-5 ans, j'ai eu 1 ou 2 jours d'inquiétude en me disant, oh, moi je suis une armée de service, qu'est-ce que ça va faire pour mon armée? Et puis, j'ai lu ce livre du champion d'échecs qui avait été battu par Deep Blue, Kasparov. Kasparov. Et Kasparov disait, au fond de tout ça, il ne faut pas avoir peur parce que toute cette intelligence artificielle, elle est là pour augmenter l'intelligence, l'intuition émotionnelle des humains. Et donc, ça permet d'augmenter notre capacité d'agir et notre capacité de solution. En nous déchargeant de tâches routinières? Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand il faut traiter un problème, il faut aller chercher des informations dans 2 ou 3 bases de données différentes. Nos agents, parfois, peuvent passer sur 1/4 d'heure ou 20 minutes de conversation, la moitié du temps ou plus, à juste chercher l'information. Si vous avez une bonne Robotic Process Automation, l'information pop-up sur l'écran. Le screen. Sur l'écran. L'écran. Sur l'écran. Il faut passer plus de jours en France. Hein. Le jour où la France va représenter 50% de mon chiffre d'affaires, je le ferai. Je pense que je serai mort d'ici là. Bon, plus sérieusement, donc sur l'écran. Sur l'écran. Et donc, l'agent peut se concentrer à écouter véritablement le problème rationnel et émotionnel du client et à apporter la solution bien faite au lieu de chercher. J'ai 1000 exemples comme ça. Et je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais autant créé d'emplois et embauché que depuis que les robots existent. Ah. Même si à Téléperformance, on a déjà des milliers et des milliers de robots. Donc, ce n'est pas incompatible. L'emploi dans votre secteur ne sera pas le parent pauvre ou le dommage collatéral de la montée en puissance des robots. Non, ils se sophistiquent, ils se transforment et ils se sophistiquent. Les robots vont prendre ce qui est l'interaction basique et en revanche, on monte en gamme dans le traitement des questions posées. Je vais vous donner un exemple. Dans la banque, en Inde, on traite complètement de A à Z des dossiers de crédit pour une grande banque mondiale et nos agents ont une délégation d'autorisation de crédit. Intéressant. Il nous reste quelques instants, Julien. Je voulais vous parler des dividendes sur Boursorama, ça nous intéresse. 70% des boîtes du CAC 40, puisque maintenant vous y êtes, vont supprimer ou réduire leurs dividendes versés en 2020 pour le compte de 2019. Pas vous. Faites rien comme les autres, vous. Hein. Si l'année dernière était bonne, il n'y a pas de raison que… C'est ça, vous allez me dire. Si c'était une bonne année, il n'y a pas de raison que les dividendes soient sucrés. Je ne passe pas ma vie à me comparer. La deuxième chose, c'est que l'année dernière a été bonne et il est normal de rémunérer la loyauté des actionnaires. Si l'année en cours présente toujours des caractéristiques positives. Pour Téléperformance, l'année en cours présente toujours des caractéristiques positives et nous sommes en train d'embaucher dans de multiples géographies dans le monde. Donc, je n'ai aucune raison de punir sous des prétextes irrationnels les actionnaires. Bon, actionnaires qui attendent des dividendes et qui aiment le parcours boursier, il est dingue, votre parcours boursier, Daniel Julien. 900% sur 10 ans, 230% sur 5 ans, c'est de la hausse évidemment, 20% sur un an. On se dit honnêtement, boursièrement, le meilleur, il est derrière, on ne pourra jamais faire mieux, impossible de rééditer un tel exploit, ou vous y croyez? Moi, c'est d'abord,
le parcours boursier, c'est le reflet de la crédibilité qu'une entreprise a auprès des investisseurs. Je crois que ce que les investisseurs apprécient chez Téléperformance, c'est non seulement la régularité dans la délivrance des projections, mais aussi notre capacité à nous transformer, notre flexibilité, notre sens de l'adaptation, notre côté darwinien. Et il y a d'autres grandes sociétés que je respecte formidablement qui ont eu des parcours boursiers comme ça. Apple. On a d'ailleurs un profil à peu près comparable, sauf que nous sommes des nains et que Apple est un géant. Donc votre entrée au CAC 40, ce n'est pas la fin de votre ascension boursière, c'est ça le sujet. Quand on a fait 1000% quasiment de hausse en 10 ans. Je crois que le succès, c'est le chemin. C'est pas un résultat à un moment donné. Donc, on va continuer, moi, les autres, et après, d'autres, après moi, à faire en sorte que cette histoire, cette aventure de Téléperformance soit une belle histoire qui dépasse les individualités. Donc, boursièrement, il y a encore du potentiel sur la valeur, enfin, en tout cas, sur la performance intrinsèque du groupe. Tipeee. Téléperf. Mais tendu la perche quand même, et on finit là-dessus, Daniel Julien. Après moi, après moi. C'est quand l'après Daniel Julien? Vous détenez 2% du capital, encore une fois. 67 ans, mais on sent que vous avez faim encore, ça se sent. Votre succession, vous la préparez. Vous vous êtes fixé une date pour lâcher les rênes du groupe ou vous n'en êtes pas encore là? Je crois qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. La deuxième chose, ce qui est important, c'est que si un maillon, même important, manque à la chaîne se reconstitue immédiatement et sera aussi forte. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont proches de moi, qui sont d'une génération inférieure, qui ont des rôles de responsabilité importants dans le groupe, de nationalités différentes, qui auront la charge, et l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles. Mais pas tout de suite. Aura la charge. Mais sur le calendrier, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que. Non. Donc si on se reparle en début d'année prochaine, vous serez toujours là. Et tant mieux d'ailleurs, on vient à peine de se connaître. Ben, normalement, oui. Normalement, oui. Bon, je fais en sorte de rester en forme. Bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Daniel Julien, le PDG de Téléperformance, qui entre au CAC 40 cette semaine. Très belle histoire. Merci d'avoir été avec nous dans invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.